Merci de nous donner la parole. Merci Jean-Dominique d'être venu avec nous parler donc de capital relationnel ce soir. Et merci au Hub Forum de nous offrir la possibilité de le faire. Hub Forum qui est toujours aussi formidable, qui nous permet de toucher toutes les transformations de nos métiers de la communication. Alors nous aussi, chez Hopscotch, on a fait notre reboot. On a publié un manifeste dont vous avez la structure derrière vous. Et puis, je voulais commencer cette présentation par le contexte. Alors, la présentation, juste avant, nous a expliqué qu'il ne fallait pas le faire, mais je pense que c'est quand même important. Le contexte, pour nous, c'est l'environnement économique dans lequel on est. On parle beaucoup, notamment ici, qu'on est dans l'économie du digital. Or, cette économie du digital nous semble pas forcément assez précise pour déterminer dans le monde dans lequel on est, parce que certes, on vit tous des transformations digitale complète et forte, mais il y a aussi en parallèle des transformations sociales, sociétales et environnementales qui s'opèrent. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le concept d'économie de la relation. Et l'économie de la relation, ça a été formalisé par un universitaire dès 1980 qui s'appelle Maurice Obadia. Et lui, il explique que l'économie fonctionne par des flux connus, classiques pour beaucoup de modèles, des flux financiers et des flux de matériel. Et dans l'économie de la relation, il y a d'autres flux nouveaux qui existent et qui sont les flux de l'immatériel. Alors derrière ce terme un peu barbare se cachent des choses très concrètes puisqu'il s'agit de la culture d'entreprise, de la fierté d'appartenance, de la qualité du portefeuille client, de la confiance des émetteurs des investisseurs dans les émetteurs, la richesse des expériences, on l'a vu avec Air France, des expériences que vont faire vivre les entreprises auprès de leurs consommateurs, et puis demain la raison d'être. Donc évidemment, tout ce changement de paradigme qui met la relation au cœur de tout change la com, change la communication, et on voit bien les entreprises, avec les cas notamment qui ont été présentés aujourd'hui, qui vont chercher à se reconnecter avec l'environnement, qui vont chercher à intégrer plus des populations fragiles, qui vont chercher en fait à créer des liens avec leurs clients et plus globalement avec leurs parties prenantes. La communication change aussi puisque elle était quand même historiquement un peu descendante et unidirectionnelle. Aujourd'hui, on voit plus des dispositifs qui sont dans l'échange. La communication, elle avait tendance à s'adresser à des cibles classées par CSP. Aujourd'hui, on voit plus qu'on va chercher à rassembler, à identifier des communautés de publics qui nous intéressent, communautés que les publics ont choisies, auxquelles ils ont choisi d'appartenir, en général dont ils sont fiers et qu'ils revendiquent. Et les marques vont donc chercher à rentrer en conversation avec ces communautés, et parfois et souvent en essayant de se faire adopter en créant des contenus, en créant des événements, et donc en inventant toutes ces nouvelles relations. Ce qu'on constate aussi dans les grands changements qui sont en train d'arriver, c'est que les entreprises se trouvent un peu obligées à parler de sujets dont elles ne parlaient pas vraiment avant. Parce que les citoyens, notamment avec Internet, ont accès à des tas d'informations, ils ont accès à des personnalités, à des publics dont ils ne savaient même pas qu'un jour ils pourraient leur parler. Et tous ces processus font qu'aujourd'hui, ils sont capables d'avoir un avis sur un produit, mais aussi sur le lieu où a été fabriqué le produit, comment il a été fabriqué, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui va devenir en fin de vie. Et puis, ils vont aussi avoir un avis sur les dirigeants de l'entreprise qui sont derrière ces produits ou ces services. Donc, ça change beaucoup, et parce que ces citoyens, ils sont aussi salariés, investisseurs, clients, et donc on voit bien dans toutes les études qu'ils ont aussi tendance plutôt à écouter leurs voisins, les associations de riverains, les influenceurs, les ONG, et ils prennent aussi conscience qu'ils peuvent devenir acteurs du débat qui s'opère aujourd'hui autour des marques et des nombreuses occurrences que peuvent remarquer les entreprises sur Internet. Donc l'entreprise, et c'est là où on veut en venir, doit apprendre ou apprend ou accélère ces dispositifs de création de liens avec leur public. Et donc, nous, on a imaginé, on pense, on essaye de travailler sur un indicateur de la qualité de ces relations entre l'organisation et l'ensemble de ses publics. Et cet indicateur, on pense qu'il tourne autour du capital relationnel.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce capital relationnel, il a été défini il y a quelques années par le monde de la finance, dans un observatoire de l'immatériel. Et cet observatoire a défini qu'il y avait, dans les actifs immatériels, 3 grandes composantes, dont le capital relationnel, qui est probablement le moins connu, parce qu'il a surtout émergé avec les réseaux sociaux, la capacité à l'observer. Et ce qui est important dans ces actifs immatériels, c'est que beaucoup de financiers commencent à dire qu'ils peuvent représenter jusqu'à 60 à 80% de la valorisation des entreprises. Donc c'est dire l'importance de la relation et plus globalement du capital immatériel pour les entreprises. Donc c'est ce qui nous fait dire chez Hopscotch que les entreprises qui performent aujourd'hui et certainement celles qui performeront demain sont celles qui sauront, qui savent créer des liens forts, durables avec tout leur écosystème. Et ce sont des entreprises qui ont un capital relationnel fort, qui va leur permettre de se développer, qui va leur permettre de se transformer en accompagnant et avec leur public. Donc aujourd'hui, pour illustrer un peu tout ça, je suis très heureux donc, que Jean-Dominique, tu sois avec nous. Et moi, j'ai une première question, c'est j'aurais aimé savoir ton avis un peu sur cette notion de capital relationnel. Et puis que tu nous donnes peut-être un exemple de marques qui se sont développées en utilisant justement ce phénomène de tribu et de communauté. Merci Benoît de me donner la parole. Enchanté d'être avec vous ce soir. Bon, alors déjà, c'est vrai qu'au niveau du secteur de la beauté, on a de la chance parce que le capital relationnel, il est un peu au cœur du business model. En effet, aussi bien la relation à soi que la relation aux autres ou la relation, je dirais, à la société est basée sur ce qu'on a la relation et le capital relationnel. Donc je dirais qu'on a un petit avantage. Alors je vais vous donner un exemple d'une marque qu'on a acheté en fait, qu'on a acquis en 2014, qui s'appelle NYX Professional Makeup et qui était une marque assez différente de l'ensemble des marques qu'on peut avoir dans la division, puisqu'on a des marques qui sont plutôt sur des modèles de publicité classique avec des mass médias. Celle-là, c'est une marque qui est 100% digitale, en tout cas sur son modèle de communication. C'est une marque qui a été créée il y a 20 ans. Qui a été créée dans le sud de Los Angeles par une femme d'origine coréenne. Et elle a eu cette idée de créer une marque pour les maquilleurs, donc une première tribu, les maquilleurs professionnels de Los Angeles, il y en a beaucoup. Et c'est une marque qui était à la fois de qualité et accessible. Ce qui fait qu'il y a eu un buzz comme ça et les maquilleurs professionnels s'en sont emparés. Le buzz a bien fonctionné, ce qui fait qu'on a élargi la marque à une deuxième tribu, qui était en fait la tribu ce qu'on appelle les make-up junkies, donc les aficionados du make-up, ceux qui consomment du make-up, qui surconsomment du make-up. Et ce qui a été intéressant, c'est que la chance à la fois pour, je dirais, ces micro-influenceurs et cette marque, c'est que c'est arrivé au moment où il y avait l'explosion des réseaux sociaux. Et ces maquilleurs professionnels ou ces make-up junkies qui avaient, je dirais, un réseau autour d'eux d'une centaine de personnes, d'un seul coup se sont mis sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, et ils ont réussi à construire une communauté de millions de personnes. Et ils ont grandi en même temps que cette marque. Ce qui était assez intéressant, c'est qu'en fait, on avait même instauré au siège de la marque, de NYX Professional Makeup à Los Angeles, un studio où les influenceurs, donc c'est make-up, maintenant ça s'appelle des influenceurs, mais à l'époque c'était des maquilleurs, venaient faire leur propre contenu et 100% du contenu qu'ils créaient était aussi le contenu créé pour la marque. Donc en fait, on était à 100% sur de l'UGC. Inutile de dire que ça a été un énorme succès. Et donc, c'est un modèle qui, effectivement, est très différent des autres, qui nous a inspirés et qui est 100% construit sur ce capital relationnel. Alors, en concernant l'interne, est-ce que tu es d'accord avec nous pour dire que pour construire son capital relationnel, l'interne fait partie des publics les plus importants et probablement que la communication interne doit aussi connaître son reboot? Alors, pour l'interne, je ne sais pas, je vais peut-être vous étonner, je ne vais peut-être pas être tout à fait sur l'idée de high-tech et autres. En fait, c'était tellement important le capital relationnel, on n'appelait pas ça comme ça, on appelait ça les relations entre nous pour L'Oréal, qu'on a repris un modèle qui existait et qui avait fait ses preuves en France depuis des dizaines d'années. C'était notre cafétéria à la française. Alors ça peut paraître un peu absurde aujourd'hui, mais ce principe de cafétéria à la française qu'on a réussi en fait à exporter dans le monde entier et qui est même arrivé en Asie fonctionnait extrêmement bien. Ça permettait de pouvoir en fait dupliquer, enfin de pouvoir faire passer
message de networking, d'informel, etc., de manière extrêmement forte. On encourage l'ensemble de nos collaborateurs à descendre le matin, à passer 10 minutes, un quart d'heure ou plus avec leurs collègues ou avec d'autres. Et c'est vrai qu'en quelques minutes, de manière extrêmement informelle, on peut régler des problèmes, échanger des informations, éviter des cascadings de mails. Et c'est ce principe-là. Alors évidemment, aujourd'hui, avec Starbucks, ça paraît évident parce que tout le monde comprend ce que ça veut dire et l'importance. Mais à l'époque, c'était quand même très fort et ça continue à bien fonctionner. Alors, pour être tout à fait honnête, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à complètement transférer ce modèle au niveau online. Alors, on a fait des progrès, on a lancé, évidemment, comme vous tous, un site intranet qui fonctionne pas mal. On les anime avec vous, Hopscotch, aussi bien en newsletter qu'en webcast. On a essayé pas mal de RSE, aussi bien Yammer, Workplace, Teams, mais pour l'instant, c'est vrai que ça marche bien au niveau des entités, mais on n'a pas encore réussi à le transformer complètement au niveau de la division. Alors, comme l'espace conversationnel et le temps conversationnel est extrêmement important, ce qu'on a fait, c'est que, en tout cas au niveau déjà du président de la division, on met en place des talent breakfast quand il va dans les pays, et on met également en place des web chats vidéo live, mais plutôt thématiques ou sur une population donnée. Mais le troisième chose qui me paraît très important, et ça va également avec cette idée de capital relationnel entre l'entreprise, la société et ses collaborateurs, c'est le faire ensemble, et si possible, le faire ensemble, le faire bien ensemble. Et c'est vrai qu'un des éléments clés chez nous, très constructeur, très fondamental, fondateur, c'est en fait ce qu'on appelle les Citizen Day, vous devez en avoir aussi, mais c'est vrai que ces journées citoyennes où ça permet d'inscrire à la fois le collaborateur, l'entreprise, et dans son tissu social est un élément extrêmement fort et qui permet également chez nous de renforcer ce capital relationnel. Merci Jean-Dominique. Alors pour terminer avec Nathalie Bernard qui est ici, Philippe Alberola qui dirige Human to Human, on a créé un groupe de travail il y a 1 an ou 1 an et demi pour pouvoir essayer de formaliser, créer un indicateur donc, de ce capital relationnel. Et aujourd'hui, on est content de vous dévoiler le POC, le sujet où on en est aujourd'hui. Bonjour. Alors, chez Hopscotch, on aime bien les défis. Et du coup, comme on avait pu constater qu'il n'y avait pas réellement d'indicateur sur ce capital relationnel, on a lancé un grand chantier pour pouvoir effectivement à la fois définir ce qu'était le capital relationnel et le modéliser. Et quant à moi, mon défi, ça va être de vous l'expliquer en moins de 3 minutes. Alors, en fait, le capital relationnel, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une notation du capital relationnel. Comment on s'y est pris ? On s'y est pris en fait avec 3 grandes étapes. On a commencé par collecter des données autour de la relation, autour de différents publics de l'entreprise, de manière à savoir sur quoi elle reposait. On a ensuite, avec un data scientist, modélisé la relation, le capital relationnel, de manière à pouvoir segmenter ces données, affiner la collecte, segmenter ces données et pouvoir les noter avec l'aide de data analystes et d'experts de la com. Et puis, on a donc travaillé ensuite à une grille de notation qui nous permettait de noter ces différents critères qu'on allait pouvoir, et ces différentes données qu'on allait récupérer sur le web, les médias en ligne et les réseaux sociaux. Alors, le modèle, comment on a fait ? On est parti tout simplement de ce qu'est une relation. Et pour ça, on a été très pragmatique. Imaginez-vous, dans une soirée professionnelle, vous avez envie d'aller rencontrer différentes personnes, d'aller dialoguer avec elles, ou dans l'espace ici de networking du Hub Forum. Vous allez devoir déjà être présent au Hub Forum, donc il va falloir que vous y soyez visible. Donc ça va être notre premier critère d'émergence. Ensuite, vous allez devoir aller vers des personnes que vous voulez rencontrer pour nouer une relation durable. Donc vous allez engager une conversation. C'est ce qu'on a appelé notre pilier de conversation. Et puis, vous allez, dans une relation efficace et durable, vous attendez à un retour. On a parlé de symétrie des attentions tout à l'heure. Et donc, vous allez noter la conversion et ce que l'on vous renvoie en termes de réaction par rapport à ce que vous avez proposé. Donc, on a monté une matrice, en fait, avec ces 3 critères de la relation, les différents publics de l'entreprise, une dizaine de publics de l'entreprise, et on est allé poser nos données récupérées sur le web, les médias en ligne et les réseaux sociaux, sur ces différents piliers et les différents publics. On les a agrégés sous forme de notes. Le temps me manque, mais il faut 5 ou 6 critères. On a 100
données à analyser, une trentaine de critères. Chaque note correspond à un critère et chaque note est elle-même composée de plusieurs points que vous voyez sur le schéma. Donc, je vais passer l'exemple. Et pour finir, on aboutit à une note d'émergence, une note de conversation, une note de conversion. On les intègre dans notre modèle et on le restitue sous forme d'une note sur 100 qui nous permet de noter le capital relationnel. Ça a deux vertus, de pouvoir se comparer éventuellement à d'autres entreprises du secteur ou dans un périmètre de benchmark qu'on aura identifié. Mais au-delà, c'est un outil de pilotage aussi pour la communication, puisque ça nous permet de savoir sur quel levier on va agir en priorité et auprès de quel public en priorité. On a analysé, et j'ai presque fini, 60 entreprises réparties sur 20 panels de 30 acteurs chacun, dans l'agroalimentaire, l'IT et les mobilités. On va en ouvrir d'autres et il ne tient qu'à vous d'en faire partie, donc faites-nous signe. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci énormément.